Welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 7e épisode d'Azurément Sport. Au programme ce soir, défaite en football pour l'OGC et l'ASM, en rugby, défaite également pour Nice et le RCT, puis direction les parquets avec la défaite encore à domicile de la Roca Team, et on souffle un peu du côté du Nice Volley avec enfin une belle victoire face à Paris. Pour le dossier de la semaine, on parlera vélo à Monaco, un programme chargé donc, mais d'abord on refait le week-end avec vous, Louis Marmion. En National 2, l'AS Cannes et le RC Grasse se sont retrouvés sur la pelouse du stade Coubertin. Un derby qui a eu du mal à démarrer. Le score est resté vierge jusqu'à la 50e minute. Les Grassois finissent par ouvrir le score, mais se font rattraper par les Dragons. Score final 3-1. L'AS Cannes est 5e au classement avec 19 points. Les hommes de Mathieu Chabert retrouveront Créteil vendredi 5 décembre. Du côté des Grassois, ils resteront en zone rouge, 13e au classement. Ils recevront Andrézieux samedi 6 décembre. Les Aigles de Nice ont pris les 3 points face aux Rapaces de Gap. Une rencontre rugueuse qui a vu les pénalités se décupler et les coups de poing volés. Marc-André Lévesque revient sur ces bagarres. Donc, le joueur de Gap a voulu intentionnellement blesser notre joueur. Ça s'est passé vite, mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction des gars qui se sont précipités pour protéger Robin. Donc ça, c'est positif. Je pense que ça montre la force du groupe. Les gars sont là pour se défendre, donc ça, c'est très positif. Donc j'ai surtout aimé la réaction. Les mots donc de l'entraîneur principal de cette équipe et le score final 4-1. L'essentiel est assuré. Il faudra continuer sur cette lancée à Anglette vendredi 28 novembre. En Pro B, les Antibois ont brillé, portés par un Baptiste Chouafé stratosphérique avec 33 points, record en carrière. Rouen a fini par céder. Score final 88-82, place maintenant à la trêve pour les Sharks. En équipe de France de basket, Kylian Tilly rentre enfin dans le peloton de tête. Souvent freiné par les blessures, le Canois, cette convocation fait du bien. Il sera donc présent pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2027. En handball féminin, 4 joueuses club niçois prendront part à la 27e édition du mondial IHF. Rendez-vous dès ce vendredi 28 novembre face à la Tunisie pour Maë Sachka en équipe de France. La deuxième édition de l'Urban Trail d'Antibes a encore cartonné. Plus de 800 coureurs frontal équipés pour arpenter les rues, les plages, les sentiers sur une douzaine de kilomètres. Lucas Serin, grand favori, n'a pas déçu. Il termine en 44 minutes. De son côté, Nikita Paskiewicz boucle le parcours en 46 minutes et quelques secondes. Pour les addicts au sport d'hiver, la station d'Isola 2000 ouvre avec une semaine d'avance. Initialement prévue pour le week-end du 6 décembre, la station ouvrira ce samedi 29 novembre. Une décision prise grâce à des conditions météorologiques favorables avec près de 50 cm de neige en bas de la station. Direction l'actualité du ballon rond. Oh, le but sublime de Marnès à Cliouche, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azurément Golf. L'OGC Nice recevait l'Olympique de Marseille pour la 13e journée de Ligue 1 vendredi soir. Et pour l'occasion, la Populaire Sud célébrait ses 40 ans. Mais les Phocéens sont venus gâcher la fête, Louis. Les supporters ont fait les choses en grand. Un tifo grandeur nature recouvrait l'intégralité de la Populaire Sud. Un maillot entièrement vêtu de noir, idéal pour résumer la soirée cauchemardesque que les Niçois ont vécue. À peine le temps de redresser le tifo que les supporters niçois voient sous leurs yeux Pierre-Emerick Aubameyang, seul au deuxième poteau, ouvrir le score sur corner. 10 minutes de jeu et les Olympiens sont déjà devant. Maillot spécial, logo spécial. Une couronne rappelant le carnaval de Nice est arborée au-dessus de l'aigle, mais ce sont bien les Niçois qui ont assisté à leur propre défilé. À la demi-heure de jeu, c'est Mason Greenwood qui élargit le score sur une frappe contrée. Un deuxième but qui vient piquer les Aiglons dans leurs égos. En fin de première période, l'OGC tente de réduire le score en vain. 2-0 à la mi-temps, les hommes de Francaise sont au pied du mur et ils vont y rester, Louis. Au retour des vestiaires, les Rouges et Noirs reviennent avec de meilleures intentions, mais les occasions ne sont pas concrétisées. Les Phocéens, quant à eux, sont intraitables, à l'image de Greenwood, passement de jambes et frappe croisée dans le petit filet de Yevan Diouf. L'Anglais est en promenade à Nice, 3-0 pour Marseille. L'OM a pris possession des lieux, Timothy Weah plante le 4e, Mohamed Ali Chaud sauve l'honneur dans une ambiance pesante. En fin de match, Péchao et Marseille collent le 5e but de la Manita. Peu avant le coup de sifflet final, feux d'artifice et fumigènes sont de sortie. Le match est interrompu. Les supporters de la Populaire Sud sont horrifiés. Pour eux, les joueurs leur ont offert la résignation, le néant et la honte vendredi soir. Et c'est ce qu'on appelle gâcher la fête. Un match à oublier mais qui restera dans l'histoire. Les Aiglons viennent d'encaisser leur plus lourde défaite à domicile. Prochain match à Porto, jeudi en Ligue Europa. Et de son côté, l'AS Monaco non plus n'a pas de quoi être fier. Le club du Rocher se déplaçait à Rennes. Seule et unique satisfaction de la rencontre, le retour de Paul Pogba, Louis. Ce n'est pas encore Noël, mais les Monégasques se font traîner par des Bretons qui ont tenu les Rennes
reine du match. À peine 20 minutes de jeu et les Rennais, Boudlal, une coupe de la cuisse, un centre venu de la droite pour tromper le portier monégasque. 1-0 pour Rennes. En fin de première période sur une attaque rennaise, Camara lancé en profondeur, but sur Radecki qui permet de laisser les siens dans la partie. 1-0 à la mi-temps. Des Monégasques imprécis et des Rennais pragmatiques. Une seconde période qui va tourner à la catastrophe pour nos Monégasques. Il fallait attendre juste 2 minutes de jeu pour voir l'AS Monaco encaisser un deuxième but. Sur une frappe lointaine d'Altamari, Radecki repousse mais la défense ne suit pas et Camara en profite pour doubler la mise. Pour ne pas arranger les choses à l'heure de jeu, Zakaria est expulsé. Le capitaine laisse traîner sa semelle sur le mollet d'Esteban Le Paul. Pour crucifier les Monégasques, rien de tel qu'un ancien de la maison pour alourdir le score. Sur un corner joué à 2, Le Paul trouve Mbolo de la tête. Rennes mène 3-0. Le Père Noël est une nouvelle fois monégasque. Nouveau cadeau de la défense. Ouattara attrape la jambe de Camara dans la surface. Penalty. Blas ne tremble pas. 4-0. 85e minute, le Roison Park se lève pour applaudir le retour de Paul Pogba. 811 jours plus tard, la pioche est de retour sur les terrains. C'est la seule nouvelle positive côté monégasque. Ah si, Biarrette marque dans le temps additionnel, ce qui ne change rien à l'issue du match. 3e défaite consécutive et 3e pire défense de Ligue 1 pour les hommes de Pocognoli. Désormais 8e, les Monégasques se déplacent demain à Paphos en Ligue des Champions. Et malheureusement, on continue de parler des fêtes avec le rugby. Action, lié, jeu. En national, le Nissa Rugby n'avance plus. Une semaine après la défaite à Narbonne, 30-21, les Aigles devaient réagir samedi contre Albi. Mais à domicile, les hommes de Gareth Baber se sont inclinés dans les derniers instants, 21-24, et perdent du terrain sur la tête du classement. Joseph Jaricot. La désillusion est à la hauteur de l'attente autour de l'équipe cette saison, c'est-à-dire énorme. Contre Albi, 4e au coup d'envoi et adversaire direct à la montée, Nice a affiché le même visage fébrile que ces dernières semaines, et le résultat fait mal à la tête des Azuréens. Tout avait pourtant bien commencé. Dès la 4e minute, le 3e ligne Arthur Vignol inscrit le premier essai après un maul conquérant. Owen Williams ajoute 3 points sur pénalité à la 20e minute de jeu. Nice est tranquille et mène 8-0. Oui, mais les démons de Narbonne n'ont visiblement pas été chassés cette semaine. Comme face aux Audois, les Niçois offrent un essai à leur adversaire. Sur une action dans les 22 mètres adverses, Christa Powell se fait intercepter par Antoine Bouzeran. L'ailier n'est pas repris. Sans avoir d'occasion, Albi revient à une longueur et passe même devant grâce au pied de Théo Vidal. Avant la mi-temps, 8-10. Et en deuxième période, le Nissa Rugby s'en remet donc à ses anciens. Par Guillaume Rouette, d'abord à l'expérience, le demi de mêlée de 37 ans feinte la passe et s'écroule dans l'embut pour redonner l'avantage aux locaux peu avant l'heure de jeu, 15-10. Et quand Albi réagit en marquant un essai par Jonathan Kpoku, 3 minutes après, c'est Jean-Pascal Barak, 34 ans, qui permet à Nice de souffler grâce à 2 pénalités, 21-17 à la 73e minute. Et comme le dit l'expression bien connue, un prédateur qui ne tue pas sa proie avant de vendre sa peau se fait punir. Et les Azuréens l'auront bien cherché. En possession du ballon dans les 22 mètres à Bilgeois, les Niçois perdent le ballon. Contre-attaque éclair, Théo d'Hospital hérite du cuir sur le côté droit et aplati en coin. Marcel Volo est cueilli à froid alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Malgré une dernière possession de 3 minutes dans le camp d'Albi au-delà de la sirène, Christa Powell perd le ballon au contact. Terminé, plus de son, plus d'image. Et ce jusqu'en conférence de presse puisqu'aucun joueur ni membre du staff ne se sont présentés. Preuve de la tension qui règne autour du club et de l'équipe. À la fin du 3e bloc, le Nissa Rugby pointe à la 6e place de national à 6 points des 2 leaders, Périgueux et Albi. Et pas de match cette semaine, les partenaires de Jean-Pascal Barak pourront recharger les batteries avant leur déplacement à Rennes le 6 décembre. Une rencontre qui pourrait déjà décider de la suite de la saison des Azuréens. Cap un peu plus à l'ouest et où les Toulonnais n'ont pas eu plus de réussite dimanche soir. Battu sèchement 51-24 sur la pelouse du Stade français Paris, le RCT abandonne la 3e place aux Franciliens. Une rencontre frustrante où rien n'a jamais vraiment fonctionné. Face à un historique du championnat redevenu Cador cette saison, la tâche s'annonçait difficile pour les Rouges et Noirs, encore plus sans ses tauliers. Privé de ses internationaux Charles Olivon, Jean-Baptiste Gros ou encore Baptiste Serin, Pierre Mignoni s'est appuyé sur le centre de formation, dont Mathéo Gracieux, 20 ans, titulaire à l'aile et auteur de son premier essai sur son premier ballon en top 14. Un beau clin d'œil en souvenir de Christophe Dominici, figure des 2 clubs partis il y a 5 ans. Mais l'entraîneur toulonnais a vite dû se résoudre à faire confiance aux jeunes après la sortie sur commotion de Melvin Jaminet dès la 18e minute. Remplacé par Barnabé Méchantel, 20 ans et première feuille de match avec les pros lui aussi. Toulon a même compté 8 joueurs de moins de 23 ans en deuxième période et a donc naturellement fait preuve d'inexpérience. En témoigne le dernier choix de la partie. Les Varois, menés 44-24, n'ont plus rien à espérer. Mais ils prennent la touche au lieu de la pénalité pour terminer le match. Résultat
Récupération parisienne, contre-attaque et essai de Léo Barré, synonyme de bonus offensif pour le Stade français, ce qui éjecte Toulon du podium. Après le match, le troisième ligne Jules Coulon ne voulait néanmoins pas se cacher derrière la jeunesse au micro de Bastien Rag. On a un groupe de 40 à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup d'absents certes, des absents importants, mais il faut montrer qu'on a une vraie profondeur d'effectifs et c'est avec ça qu'on ira le plus loin possible, donc c'est super important. Donc voilà, il faut construire sur ça et on a déjà fait, même quand il y avait des absents, que ce soit des coups à l'extérieur, que ce soit à domicile ou quoi que ce soit, il ne faut pas utiliser ça comme excuse et il faut toujours repartir de l'avant et bosser sur ça, quelle que soit l'équipe alignée. Dimanche, c'est surtout l'indiscipline qui a coûté cher avec 17 pénalités sur l'ensemble du match. Oui, bien trop pour espérer l'emporter à l'extérieur. Qui plus est face à un Stade français invaincu à domicile cette saison. À la pause, Toulon comptait déjà 9 fautes, ce qui avait grandement aidé les Parisiens à creuser un premier écart, 23-10. Et un écart qui ne s'est jamais vraiment réduit, qui s'est même aggravé en fin de match après les cartons jaunes de Swan Rebadge et Mathieu Smiley pour une défaite 51-24. Pour autant, le manager Pierre Mignoni souhaitait retenir du positif. Pour moi, il y a une chose positive, c'est qu'on a au moins tenté des choses. On a été pris dans le combat, on peut le dire, dans le combat, dans le jeu d'avant, on a été pris, quoi. Il n'y a pas eu match à cause de ça, malheureusement. Malgré ça, on a quelques ballons où on fait des choses très intéressantes. Voilà, j'ai eu des joueurs se mettre en évidence avec ça, mais trop peu. Parmi eux, peut-être les 3 marqueurs d'essai des Varois, Matteo Gracieux donc, mais aussi Léo Ametla, le pilier remplaçant, et le troisième ligne Joé Kéré-Karaba, qui ont la particularité d'avoir tous inscrit leur premier essai avec le Racing Club toulonnais dimanche soir. Une bonne nouvelle pour la concurrence, d'autant que Charles Olivon et Melvin Jaminet pourraient être éloignés des terrains 2 semaines en raison de leur commotion. Samedi, Toulon recevra le promu Montauban 13e du championnat à Mayol pour renouer avec la victoire avant de débuter sa campagne de Coupe d'Europe par un déplacement en Écosse pour affronter Édimbourg dimanche 7 décembre. Direction les parquets désormais avec l'actualité de la Roca Team. 3 Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Comme toujours, beaucoup de matchs au rendez-vous pour la Roca, mais ce n'est pas ce qui a fait la une cette semaine et c'est plutôt un autre homme. Les hommes de Vassilis Panoulis ont dû mettre de côté un élément important, Alexis Navarro. L'AS Monaco a dû faire sans Mike James ce week-end. L'Américain purge une suspension de 3 rencontres en championnat suite à son coup de colère contre un arbitre face au Mans dimanche dernier. La sanction s'applique uniquement en Betclic. Il pourra donc disputer le 8e de finale de Coupe de France face à Paris le 3 décembre prochain. La direction a communiqué ce vendredi à ce sujet. Elle a annoncé prendre note de la suspension du joueur américain. Il retrouvera les parquets en championnat le 21 décembre face à Nanterre. Et sans lui, la Roca Team n'a pas brillé à Gaston Médecin ce week-end. Exactement, l'AS Monaco recevait ce dimanche soir Bourg-en-Bresse pour le compte de la 9e journée de championnat et sans Mike James, c'est plus compliqué forcément. Elio Kobo a pourtant montré la voie d'entrée de jeu en inscrivant les premiers points des siens. Derrière, les Bressans rendent les coups mais s'inclinent face aux 3 points de Mirotic et comptent -7 à 5 minutes. McDowell-White répond à l'Espagnol et recolle les siens à -1 à la fin du premier quart-temps. Au deuxième quart-temps, Monaco creuse un peu son avance, d'abord grâce à Makoundou, efficace à la raquette, puis à Okobo, meilleur scoreur de la partie avec 28 points inscrits. Le joueur français fait le show, porte son équipe et à la mi-temps, Monaco mène 52 à 44. En seconde période, la Roca maintient son avantage sans être brillante. Quelques coups d'éclat comme le sauvetage de Nedovic et le 3 points de Strazel font brièvement jaser Gaston Médecin. Un écart de plus de 10 points se dessine, mais la messe est loin d'être dite. Et oui, car les Bressans refusent de baisser les bras à Monaco, n'est-ce pas ? Et oui, Bourg-en-Bresse sait que la muraille monégasque n'est pas imperméable. Elle a déjà failli face à Châlons en octobre dernier. Le match s'enlise lors du dernier quart-temps. Les Bressans sont nettement supérieurs au rebond, 49 à 25. Ils prennent l'avantage logiquement pour la première fois du match grâce à un shoot à 3 points signé McGee. L'Américain réitère la minute d'après et les visiteurs mènent 73 à 78. Vassilis Panoulis fait alors appel à ses cadres pour remettre Monaco à l'endroit. Elio Kobo fait basculer le match et remet les siens devant à 5 minutes de la fin. Daniel Theis suit le mouvement à 3 points mais McDowell-White lui répond de nouveau immédiatement. À 89-86 pour Monaco, Coquelin inscrit 2 lancers francs pour les siens et réduit l'écart à 1 point. Il ne reste alors que 15 secondes à jouer. Mathieu Strazel rate complètement sa passe opposée pour Daniel Theis. Les Bressans sauvent alors une ultime offensive. Adam Mokoka, deuxième meilleur scoreur de la partie avec 23 points, est trouvé sur la droite et punit Monaco. Les Bressans l'ont fait, victoire 89-91. Ils sont les deuxièmes à faire tomber Monaco à domicile cette saison en championnat.
Et la Roca devra se réveiller rapidement puisqu'elle accueille Anadolu Efes, club turc, ce mercredi 26 novembre en Euroleague. On en a assez de la défaite, il est temps de parler victoire. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Quelle soirée pour le Nice Volley, bloqué dans une série de défaites interminables. Ils ont enfin retrouvé le goût de la victoire. Nils Altman. Et oui, les Niçois ont signé l'une de leurs prestations les plus abouties de la saison dans une châle Charpie bouillante. Ils ont gagné 3-1 face au Paris Volley. Cette victoire représente une vraie bouffée d'oxygène après plusieurs défaites frustrantes. On a senti une équipe transformée, plus agressive au service, plus concentrée en réception, plus solidaire aussi. Et puis quel match de David Dulski. Le Polonais a encore frappé fort avec 22 points, 56% d'efficacité à l'attaque, 2 aces et plusieurs ballons cruciaux dans les moments chauds. Est-ce qu'on peut dire que Nice a enfin trouvé la bonne formule collective ? Oui, clairement, parce que derrière Dulski, tout le collectif a répondu présent. 13 blocs dans cette partie. En réception, l'équipe affiche 64% de réceptions positives, l'un de ses meilleurs totaux cette saison. Et ça change tout. Une bonne réception, c'est une attaque plus variée, plus rapide et plus imprévisible. Et en défense aussi, Nice a mis une intensité que Paris n'a jamais égalée. 18 défenses gagnantes et plusieurs rallyes qui ont retourné la salle. Le premier set, les Niçois n'étaient pas dans leur match, mais n'était pas non plus ridicule avec un score de 25-20. C'est à partir du deuxième set que Nice déroule et trouve sa cohésion. Il roule littéralement sur cette équipe de Paris en affligeant un 17-25. Les joueurs azuréens étaient transformés, presque pas d'erreur en réception, des attaques rapides, puissantes et bien placées. La défense aussi était présente, le troisième set remporté 27-29 est le symbole de cette énergie retrouvée et de résilience. On sentait les Niçois remotivés, ils arrivaient à trouver des solutions, à varier leur jeu et à encore surprendre cette équipe parisienne. Le quatrième set, c'est la consécration, les Aigles s'envolent et concluent cette partie par un magnifique 19-25. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que cette victoire va changer pour la suite de la saison ? Tout simplement, ça change l'atmosphère déjà, ça redonne de la confiance, ça brise la spirale négative et ça prouve que Nice a le niveau pour tenir sa place dans cette Liga. Cette victoire, elle vaut plus que 3 points, elle vaut un vrai déclic mental et grâce à cette victoire, Nice a gratté 2 points au classement et remonte à la 10e place de la Marmara Spike League. En effet, Nice respire, Nice se relance et Nice peut enfin regarder vers l'avant et c'est chose faite. Ils ont confirmé leur bonne forme en Coupe de France. Les hommes de Brisdona ont écrasé le Plessis-Robasson 3-7-0. Et de leur côté, les Dragons de Cannes se sont inclinés face aux leaders du championnat. À noter une réaction encourageante et un beau collectif chez les Dragons. Ils recevront Poitiers pour le compte de la Coupe de France dès ce soir. Et attention, prochain rendez-vous jeudi 27 à 20h pour un derby 100% azuréen entre Nice et Cannes. Passe au dossier de la semaine. Ce dimanche, le Baking Back to Bike Monaco était de retour en principauté. L'occasion de célébrer le cyclisme sous tous ses aspects. Roman Chaffard. Un grand soleil et les stars du peloton cycliste mondial réunis, le Baking Back to Bike Monaco revenait sur le rocher pour sa 4e édition. Au programme Kids Race, critérium féminin et masculin ou encore sensibilisation routière. La journée a débuté avec la première Kids Race. Les enfants ont pu partager le circuit avec les coureurs cyclistes professionnels. L'heure était à la sensibilisation et à l'apprentissage des règles sur la route. La première édition du critérium féminin de l'événement a ensuite pris place. Lorena Wiebes, Katarzyna Niewiadoma, vainqueur du Tour de France Femmes l'année dernière, ou encore Urska Zigart se sont présentées sur la ligne de départ. Pauline Ferrand-Prévot, un temps annoncé, n'a pas pris part à la course. Sur un parcours de 1,3 km effectué à 20 reprises, Lorena Wiebes a tiré son épingle du jeu. Les concurrentes vont jouer la gagne et c'est Lorena Wiebes. Elle est toute seule. L'accélération pour la championne, l'hyper championne des Pays-Bas, Lorena Wiebes remporte la première édition du critérium féminin dans le cadre de Baking Back to Bike Monaco 2025. La néerlandaise a devancé sur la ligne Urska Zigart et Anna Trevisi. Le cyclisme féminin était à l'honneur ce dimanche, une première réussie avec l'objectif d'inscrire ce critérium dans les futures éditions. Et qu'en est-il du critérium masculin, Roman ? Tadej Pogacar, Giulio Ciccone ou encore Matteo Trentin, co-organisateur de l'événement, les meilleurs cyclistes professionnels étaient bien là. Le Slovène, vainqueur en titre, en a profité pour revenir sur son impressionnante saison 2025. Toutes les victoires sont des histoires émouvantes, donc c'est difficile de vous citer la meilleure, mais il y a eu énormément de beaux moments dans cette saison.
Tour de France, championnat d'Europe et du monde, le Slovène a presque tout gagné cette année. Il avait l'opportunité de terminer l'année 2025 sur une victoire ce dimanche. Les coureurs se sont élancés sur le même parcours que les féminines quelques heures plus tôt. Alors que Tadej Pogačar était favori à sa propre succession, Jonathan Milan a déjoué les pronostics en s'imposant devant le Slovène. Victor Langelotti, cycliste monégasque et pensionnaire de l'équipe Ineos, a pris la 3e place à domicile. Lors des 35 tours, les coureurs ont livré une véritable bataille et ont offert du spectacle au public venu en nombre. Et l'événement n'était pas seulement une simple course de cyclisme. En effet, derrière la course se cachait la bonne cause. Depuis sa création en 2021, l'organisation soutient les fondations Princesse Charlène de Monaco et Michel Scarponi. Le prince Albert II a d'ailleurs pris part à la cérémonie protocolaire. L'événement prend de l'ampleur chaque année et devient emblématique pour la principauté et le cyclisme monégasque. Et rendez-vous donc pour la prochaine édition en novembre 2026. Il est temps de passer au quiz du chef. Je rappelle tous les chroniqueurs au micro pour tester vos connaissances sur l'actualité de nos clubs. Et on va commencer par notre chroniqueur foot, Louis. La question pour Louis, quelle est la date exacte du dernier match de Paul Pogba avant son retour sur la pelouse ? Le 3 septembre 2023. C'était quel match ? C'était... Ouais, bah oui, merci, c'était Turin, mais... Cagliari ? Non, c'était pas Cagliari, c'était contre eux. Déjà, t'as beaucoup d'informations, le point est donné. Tu as la réponse. Moi, je l'ai, moi. C'est pas Udinese ou un truc comme ça ? Non. Je dis ? Vas-y, dis-le. Empoli ? Ouais, c'est Empoli, ça. Ah ouais. Juventus Empoli. Petite pour Joseph, pour rugby. Question sur le RCT. Combien de points les Toulonnais ont encaissé à l'extérieur ? Hier ? Non, dimanche, sur la saison. Sur la saison ? Oui. Il y a moyen qu'il soit un bon... Allez, je dirais 187. Alors là, c'est exceptionnel. C'est pas 187, c'est 189. Oh. Mais c'était une question pour que tu ne trouves oublié, pas la réponse. J'avais et oublié c'est la très, transformation de je sais plus qui. Non, franchement, très très fort. Je ne pensais pas que tu l'aurais. J'avais fait une question pour que tu ne l'aies pas. Bah, c'est raté. Question pour Alexis. Sur le match contre Le Mans, sais-tu me dire de combien de pourcents était l'adresse à 3 points ? Je sais pas. À 3 points, adresse à 3 points. Ah, tu peux donner un pourcentage. Pour me faire un bet. 20%. Oh, c'est quand même un peu plus. C'était 32,1%. On reste dans les statistiques avec toi, Nils. Le meilleur marqueur de la Marmara Spike League se trouve au Nice Volley, bien évidemment. C'est David Dulski. Combien de points a-t-il inscrit ? Alors, on est dans les points aujourd'hui. Ouais. J'ai vu le poste de Nice Volley ce matin, donc 167. Ouais. Bon, du coup, combien d'ace ? 9. Combien de blocs ? 13. C'est très fort, c'est ça. 53% en attaque. Vous êtes très très fort ce soir, franchement. Et petite question pour Roman. Victor Langelotti s'est exprimé ce week-end sur son programme de l'année prochaine. Il a annoncé rater un grand événement du calendrier pour en privilégier un autre partant de Monaco. Sais-tu me dire quelle course il rate et laquelle il fait ? Déjà, il fait la Vuelta qui part de Monaco. Très bien. Et du coup, je suis pas sûre pour celui qui rate. Vas-y. Mais je sais pas, peut-être qu'il va pas faire le Tour de France avant. Très très bien, vous avez été très très fort ce soir, franchement je suis étonnée. Donc merci à tous et à toutes d'avoir été ici, merci à Luc, Nicolas en régie, bonne soirée et à bientôt sur EDJ FM.